Le piège de l'homme moderne, la débauche et l'austérité. S'il existe bien un paradoxe inhérent à l'existence humaine, c'est le continuum entre la débauche et l'austérité. La débauche tout d'abord peut se définir comme une conduite excessive marquée par des plaisirs immoraux comme l'abus d'alcool, de drogue ou des comportements sexuels débridés et hors de contrôle. C'est généralement un style de vie associé à l'archétype de l'artiste ou de l'aventurier qui vit sans réelle structure et se laisse guider par ses géniales inspirations. C'est le cas de grands écrivains, poètes, peintres ou musiciens. Cette vie permet de laisser sa créativité et ses idéaux s'exprimer librement sans aucune entrave. L'individu qui adopte cette philosophie de vie encourage les excès et ne s'oppose pas au mécanisme primaire de la récompense mais y succombe totalement. Il s'agit d'un laisser-aller total dans l'instantanéité, dans la séduction du moment et l'effervescence de l'émotion. Pour beaucoup d'individus, ce mode de vie est une recherche car il symbolise la liberté, le rejet de toute norme ou contrainte sociétale ou religieuse et le plaisir pour seul objectif. C'est le mode de vie qui semble être proposé par la société à l'individu moderne, qui trouve dans son quotidien énormément de facilitateurs à une vie guidée par ses désirs primaires. Des applications de rencontres, des sites pornographiques, une société hyper sexualisée, des possibilités d'acheter tout et n'importe quoi en 2 clics, de la nourriture salée, sucrée, partout autour de lui, des drogues et de l'alcool en accès libre, et une perte de sens global dans l'existence sont des ingrédients parfaits pour créer un style de vie fait de débauche. Pourtant, cet extrême présente plusieurs inconvénients majeurs. Tout d'abord, le corps et l'esprit sont tous deux les premières victimes d'excès et d'addictions qui réduisent drastiquement l'espérance de vie et la qualité de vie. Un corps maltraité, mal nourri et empoisonné fera payer tôt ou tard le prix à son propriétaire. L'esprit se retrouve également embrumé par les plaisirs immédiats, la dévaluation temporelle liée à la dopamine, le mauvais rythme de sommeil et l'absence de cadre. Cet extrême n'est pas réellement viable sur le long terme et représente souvent une fuite, une façon de refuser les responsabilités de l'existence et de noyer l'absence de sens dans la vie ressentie par l'individu. C'est le monde de l'émotion et de la sensation pure. Voyons maintenant son opposé, l'austérité. L'austérité représente quant à elle une manière de vivre marquée par la rigueur, la simplicité extrême et souvent le rejet des plaisirs ou des superfluités. Une personne austère évite les distractions et les plaisirs matériels pour se concentrer sur l'essentiel ou sur des valeurs spirituelles. C'est une approche qu'on peut rapprocher au stoïcisme et qui prône une forme de vie basée sur la maîtrise de soi et l'indifférence au plaisir. C'est un mode de vie qui peut être par exemple adopté par un philosophe ou un scientifique qui s'enferme dans la raison pure et devient rigide et froid dans son rapport au monde. C'est une forme de contrôle excessif de soi qui permet une rigueur et une discipline implacable et une concentration de tous les instants. C'est un état dans lequel peuvent tomber des adeptes de développement personnel qui viennent de comprendre un nouveau concept et qui ressentent un décalage par rapport aux autres et aux plaisirs de la vie, les poussant à s'isoler et à ne plus se laisser gouverner par des plaisirs futiles ou matériels. Prenons aussi l'exemple de certains pratiquants de musculation ou sportifs de haut niveau qui arrivent à un contrôle total de leur alimentation, de leur routine et de leur approche du monde. L'austérité peut être également adoptée en réponse au monde actuel et à la débauche. Elle représente alors une façon d'être dans le contrôle total de soi, une forme d'ascétisme pour atteindre un sentiment de paix intérieure et se protéger de ses émotions. Finalement, l'austérité représente également une forme de fuite, la fuite de ses émotions et de ses aspirations créatives pour rester maître de soi. Elle est plutôt associée à la religion et à la rigidité dogmatique. Nous voyons donc que l'austérité et la débauche sont 2 extrêmes sur un continuum. Ils sont comme reliés par un fil et représentent les 2 philosophies de vie les plus extrêmes possibles, les moins nuancées qui soient. La question qui se pose est la suivante. Devons-nous choisir l'une ou l'autre pour orienter notre philosophie de vie ? Y a-t-il un compromis possible entre ces 2 opposés ? Devons-nous sans cesse alterner entre les 2 ? Il est certain que la vie semble fonctionner par cycles et périodes, et que parfois un comportement plus austère est nécessaire, comme à l'approche d'un examen ou lors de l'apprentissage et de la mise en pratique d'une nouvelle connaissance ou d'une nouvelle habileté. Il faut pendant cette période beaucoup de répétition, de rigueur et peu de laisser-aller. De la même manière, il existe des phases plus légères, où la vie nous invite à lâcher prise et suivre nos intuitions et émotions. L'intégration de ces 2 énergies est une nécessité et correspond à des moments de la vie. De manière plus générale, on peut aussi se poser la question de savoir quel mode de vie semble le plus approprié sur le long terme. Dans le livre Narcisse et Goldmund de Hermann Hesse, publié en 1930, nous avons une illustration magistrale du paradoxe entre débauche et austérité en opposant 2 archétypes. Narcisse, moine ascétique et intellectuel, et Goldmund, un artiste sensuel et hédoniste. Leur relation et leur parcours reflètent une tension fondamentale entre leurs 2 modes de vie, mais la conclusion du roman n'en privilégie aucun. Effectivement, dans leur opposition extrême, ces 2 modes de vie sont complémentaires. Narcisse, malgré son intelligence, reconnaît qu'il n'a pas goûté à la richesse de l'existence que Goldmund a explorée. Goldmund, bien que libre, avoue qu'il aurait aimé avoir la stabilité et la profondeur spirituelle de Narcisse. En réalité, nous ne sommes jamais vraiment dans un extrême ou dans l'autre. Nous naviguons sur le fil, étant tantôt plus proche de l'austérité, de la rigidité, et tantôt plus proche de la souplesse, de la débauche. Mais ce réajustement permanent, c'est-à-dire le retour à une vie plus cadrée une fois qu'on se laisse trop aller, et ce désir de mouvement et de liberté une fois qu'on est trop contraint, est une nécessité pour ne pas sombrer dans les formes plus extrêmes.
Être trop théorique, trop rigide, trop pragmatique, voire stoïque, est un piège car cela nie le mouvement perpétuel de la vie et empêche de vivre l'instant, les émotions et la sensibilité créatrice. C'est par extension le cas de mouvements extrêmes qui simplifient tellement les concepts qu'ils empêchent de penser librement, tels que la Red Pill, les incels ou les MGTOW, ou encore le féminisme extrême. A l'inverse, vivre de manière trop instinctive, trop souple, trop aérienne empêche la profondeur, le cadre, la rigueur nécessaire pour naviguer sereinement dans la vie selon des principes qui servent de guide et permettent de maintenir un équilibre interne et une recherche de transcendance. La solution à ce dilemme, ce choix, semble résider dans le fait qu'il n'y ait pas de choix à faire. Car en réalité la souplesse s'intègre dans la rigidité. L'émotion émane d'une structure comme le mouvement né de l'immobilité. Un individu qui cherche à s'équilibrer et à atteindre une version supérieure de lui-même comprend qu'il ne peut délaisser aucun de ces aspects. Pour notre cerveau, il n'est pas aisé de concevoir un équilibre ou une cohabitation entre deux opposés sans qu'il n'y ait de friction. En réalité, la liberté ne peut s'exercer que dans un cadre. Un individu libre n'est pas un individu sans contraintes, car cela n'existe pas. Un individu libre est celui qui a choisi lui-même ses contraintes. Cela renvoie à la construction de l'individu que je démontre dans ma méthode des 3C et dans laquelle nous commençons toujours par définir un cadre éthique et moral. Ce cadre sert de guide, de direction, de teinte que prend la vie et permet d'avoir une structure dans laquelle la liberté pourra naître. Ce cadre, nous devons le définir pour nous-mêmes. Un individu qui s'affranchit du cadre moral décadent d'une société malade pour recréer ses propres valeurs et sa propre structure interne commet l'acte de libération par excellence. C'est-à-dire restructurer sa vie autour de principes auto-imposés par sa conscience et son sens moral. On pourrait penser que ce cadre, plutôt rigide et intransigeant, comme le fait d'être honnête, courageux et fidèle, représente une nouvelle forme d'aliénation et empêche l'expression artistique et émotionnelle individuelle. Pourtant, c'est bien à l'intérieur de ce cadre moral que peut s'exprimer toute l'étendue artistique et créative d'un individu. Avec un cadre solide, une structure de base, la création prend forme et prend vie. La souplesse s'intègre donc de façon logique dans la rigidité. Les deux travaillent ensemble pour amener l'individu vers sa version la plus élevée. De la même manière qu'un dessin sur une feuille blanche de format A4 permet une grande créativité et l'expression de ses émotions, mais se trouve encadré, structuré par les contours de la feuille. Prenons également l'exemple du couple monogame. Il représente un cadre dans lequel des valeurs telles que la fidélité, le respect et la bienveillance sont attendues. Mais cette contrainte entrave-t-elle la liberté de l'individu et sa capacité à rester créatif ? Pas vraiment, puisqu'il peut faire preuve d'une infinie créativité au sein de ce cadre pour surprendre sa partenaire, dynamiser les échanges et continuer à s'amuser. Si le couple tombe dans la routine et l'ennui, la rigidité, il risque d'exploser, mais le risque est le même s'il n'y a pas de cadre défini et que chacun fait comme il veut, ce qui semble être la tendance actuelle. Sur le long terme, ce modèle n'est pas viable et les relations ne durent généralement pas très longtemps. Il faut donc une structure stable que l'on peut symboliser aussi par le corps, qui demande de l'entretien, de la nourriture, de l'eau, du sommeil, et qui permet, si l'on en prend soin, d'exprimer toute notre énergie créative. Sans cadre, l'énergie créative n'est que chaos et folie, et se perd dans le vide. Elle se doit d'être canalisée selon des grands principes qui lui servent de direction. Le corps est le moyen d'expression de l'individu, les valeurs morales et l'idéal sont les structures de son esprit. Ainsi, au lieu de regarder l'austérité et la débauche comme deux valeurs binaires, il convient de réaliser qu'elles sont deux facettes d'une même pièce. L'individu doit constamment se rappeler que la théorie et la pratique, que l'immobilité et le mouvement, la rigueur et la tolérance sont des états complémentaires qui alternent constamment. L'un permet l'autre et vice-versa. S'enfermer dans l'un trop longtemps, c'est empêcher à l'autre de s'exprimer. Dans la construction d'un individu libre et maître de lui-même, l'équilibre entre ces deux énergies se trouve automatiquement. Cet individu sait faire la fête, s'adonner à des plaisirs charnels et profiter entièrement de la vie, sans toutefois compromettre son intégrité. De même, il peut créer librement et aller vers sa réalisation personnelle, car il possède une direction. La vie de débauche et celle de l'austérité sont des symptômes d'une société malade et d'individus non accomplis. En réponse au manque de sens, au travail aliénant et à la vacuité de l'existence, l'un et l'autre de ces extrêmes peuvent être employés. Mais tous deux nient la vie et sont contre nature. Ils sont destructeurs de l'être et de la passion et mènent à une existence misérable. Seule l'intégration de ces deux opposés permet une transcendance, une évolution, une affirmation totale de la vie dans sa complexité. La raison et l'émotion sont deux aspects qui se nourrissent l'un de l'autre. Un individu qui intègre à plein le recul, l'observation et la réflexion du scientifique, ainsi que la spontanéité et la folie créatrice de l'artiste, devient un être accompli, capable de naviguer avec une grande justesse dans la vie. Le défi est de faire preuve d'une grande conscience de soi pour reconnaître vers quel extrême on tend et intégrer son opposé pour retrouver une dynamique constructive. L'individu qui peut faire preuve de raisonnement profond mélangé à de la créativité débordante, selon ce que la situation demande, entre dans une sphère très spéciale. Il ne néglige aucune partie de son humanité et avance groupé, uni, face aux défis de la vie.